Salut Chérine. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, je suis trop content d'être là aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir là, ces derniers jours à préparer l'interview parce que tu me donnais pas mal la gouache. Ah bon? Bah ouais, j'ai regardé ta série Champion là, qui est sur France Télé. Je leur fais un petit peu de pub et je leur fais coucou parce qu'ils font vraiment du très bon boulot et c'est en tout cas des très beaux contenus. Et moi, ça m'a donné beaucoup la pêche quoi, et le sourire. Donc j'étais impatient d'être là ce soir, tu vois. Bah moi aussi, écoute, je suis très contente. Franchement, comme je t'ai dit juste avant, moi j'avais déjà regardé un petit peu les podcasts et tout, et c'est le style de contenu que j'aime regarder, donc y participer et mettre un petit peu ma touch, ça peut être pas trop mal, quoi. C'est cool. Bon bah écoute, trop bien. Trop bien. Est-ce que... alors, le format principal, c'est effectivement c'est de l'audio et un podcast. Bon là, on est... Tu peux nous, mais il y a des gens qui regardent un petit peu sur YouTube. Tu peux décrire un petit peu où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors là, on est dans mon club. Ouais. Donc mon club, c'est le Flamme 91. Donc on est à Grigny, dans une salle, dans un gymnase, et on a trouvé une petite pièce, un peu salle de muscu, qui est pas encore finie. Okay. Et donc on s'est calé sur des petits tapis. Bon, pas trop tatami de judo, ça, mais c'est des tapis quand même. Donc voilà. On a essayé de reproduire l'ambiance. Oui. De toute façon, après, je resterai un peu prendre quelques images de ton entraînement et comme ça, on pourra les partager sur les réseaux. Ok, cool. Et donc, ça va être trop chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup de ton accueil. Ça fait longtemps que tu t'entraînes dans ce club? Oui, alors moi, j'ai intégré Flamme 91 en 2016. Donc, quand je suis arrivée en région parisienne et quand j'ai intégré l'INSEP. Parce qu'avant ça, du coup, j'étais dans un petit club de ma région. Moi, je viens du Gard. Et en gros, c'est un peu une histoire de famille. Et j'étais dans le club de mon tonton. Et depuis l'âge de 4 ans, j'étais là-bas. Sauf que quand on rentre à l'INSEP et qu'on arrive en région parisienne, il faut un plus gros club parce qu'il faut un suivi sur place. Puis il faut aller en compétition internationale et il faut faire plein de choses. Donc, j'ai changé. Et du coup, depuis 2016, je suis à Flamme 91. Ok. Bah écoute, on va parler un petit peu de ton évolution. Oui. Mais avant, comme je te l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast. Tous les athlètes y répondent. Personne n'a pu y échapper sur 250 interviews. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, moi, je dirais... j'ai commencé à l'âge de 4 ans le judo, mais mon premier souvenir, c'est vraiment... d'aller sur le tatami avec mes frères, mes cousins. C'était un moment où on voulait tous se retrouver parce que comme on allait à l'école tout le temps, on n'avait pas l'occasion de se retrouver tous ensemble. Et en fait, le tapis de judo, c'était vraiment la foire. C'était on y allait, on se bagarrait et on réglait nos comptes sur le tapis, quoi. Mais c'était vraiment le moment où je savais que j'allais retrouver tout le monde parce qu'il y avait mes cousins, mes cousines. Enfin voilà, on s'était tous mis au judo et c'était un peu une excuse, on va dire, pour pouvoir tous se voir. Au début, pour s'amuser tous ensemble, quoi. Ok, ouais, est-ce que c'est les parents qui ont mis les enfants pour qu'ils dépensent de l'énergie entre eux et il y a ça. Ils sont un peu tranquilles dans les gradins, là. Il y a de ça parce que mon papa, il faisait du judo. Donc, du coup, son frère a ouvert un club. Donc, on a démarré à l'âge de 4 ans avec mes frères. Et donc, voilà, c'est vraiment parce que papa faisait, il nous a mis dedans. Mais on n'était pas forcés. On a fait d'autres sports. J'ai fait de la natation. J'ai touché à plein de trucs. Franchement, même du combat libre. J'ai fait un peu de tennis. J'allais faire un peu de gym par-ci, par-là. Mais le judo, c'était le sport, quoi. Ok. Et donc, papa est judoka? Oui. Ok. Quelle ceinture noire? Ceinture noire. Ok. Ouais. Et combien de dan? Je ne saurais pas te dire, tu vois. Très bonne question. C'est important les dan pour toi ou... Pas en ce moment. En fait, c'est... Non, mais c'est important de passer ces dan. Après, quand tu es en carrière et que tu fais du haut niveau, c'est pas la première chose à laquelle tu penses. Au début, à l'âge de 15 ans, tu peux avoir ta ceinture noire. Donc, tu penses à ça, j'ai trop hâte d'avoir ma ceinture noire. Mais une fois que tu as la ceinture noire et qu'elle est acquise, c'est bon. C'est le minimum. Après, on verra plus tard pour les dan. Ok. Toi, t'en es où, la 0 dan, là, pour l'instant? Si, moi, je suis 2e dan. Okay. Et en fait, quand tu fais du haut niveau comme ça et que tu remportes des titres, on te donne... t'as l'occasion de passer des dan. En fait, on te donne les dan par rapport au fait que t'as pas le temps, en fait, de passer tes katas, les shodan, les points et tout. Donc, ils facilitent les athlètes de haut niveau qui gagnent des titres, donc champion d'Europe, je crois que tu passes 4e ou 5e dan, mais ils te les donnent au fur et à mesure, ils te donnent pas comme ça, donc oui. Donc toi, t'es assuré d'avoir ta 4e ou 5e Oui, voilà, dan, c'est ça, à peu près. Bon, c'est pratique. Oui. Et championne olympique, ça fait quoi? Je crois 6.
Ok. Ah, même pas, il te les file pas tous, quoi. Non, pas tout. Non, il peut pas tout filer quand même. Donc, mais je crois, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais oui, ça doit être par là. Il pourrait faire un effort quand même. Tu vois, championne olympique, c'est un peu le Graal ultime, je pense. Ouais, mais après, voilà, c'est les maîtres qui ont des danes. Ouais. Nous, en vrai, on fait de la compète. Ouais, voilà, on respecte ça aussi. Ok. Trop bien. Et c'est... tu saurais dire, est-ce que tu saurais le ressentir dans ton éducation d'avoir eu un papa judoka? Ce que ça a pu t'apporter? Moi, quand j'étais petite, moi j'avais que mon père avait participé au championnat de France. Okay. Donc il m'avait dit et tout. Enfin voilà, ils avaient participé déjà. Ils avaient rien fait de particulier. Hein. Et en fait, depuis que je suis petite, dans ma tête, je me suis toujours dit que je voulais faire mieux que lui. Parce que moi, j'étais un peu fan de mon papa. Okay. Et mon père, il allait à la salle de sport tout le temps. Il a fait du judo, après il a arrêté, après il allait à la salle, il faisait de la muscu, il aimait trop ça. Et derrière, il reprenait un peu le judo juste pour le kiff de faire avec nous. Mais c'était un sportif. Tous les jours, il y allait. Et même quand il travaillait tard le soir, il revenait la journée, il se levait pour nous, après il allait. Donc j'étais super admirative de ça. Je trouvais, pour moi, c'était le plus fort. Donc je voulais faire mieux que lui et je voulais le prouver que moi aussi j'étais quelqu'un de forte. Et donc je m'étais toujours dit que j'allais faire mieux. Et en fait, c'est ça qui était ma ligne directrice, on va dire, de tout. En fait, c'est ce qui m'a motivée. Et petit à petit, je savais pas où j'allais, je savais pas comment je devais faire pour y aller. Mais je voulais tout prendre, tout gagner à chaque fois, tu vois. Et après, on se faisait des défis et tout. Je me souviens parce que ma mère, elle voulait pas du tout entendre ça. Mais mon père, à chaque fois, il me disait, ouais... si tu gagnes les régions et tout, t'auras le droit à ce que tu veux. Du coup, je disais, ok, là, je veux, je sais pas, une connerie et tout. Et après, il y avait une compète, donc c'était... C'est quoi le plus gros cadeau, vas-y, raconte. Un ordinateur. Un petit ordinateur. C'était un petit ordinateur, parce que je sais plus quelle compète j'avais gagné. Et j'avais pris un tout petit ordinateur, trop cool. Et j'étais trop contente. Maman, elle m'a tuée. Elle nous a tués tous les deux même quand on est rentrés. Mais elle savait pas où on allait et tout. Et donc, voilà... c'est ce qui me motivait de ouf. Ok. Est-ce que tu voulais battre ton papa parce que lui, il t'encourageait ou parce qu'il te piquait un peu dans ton ego? C'est marrant quand même de vouloir dire... Ouais, alors mon père, il m'encourageait. Hein. Il venait en compète, il aimait trop me voir faire de la compète. Tu les entends crier dans les gradins, allez Chérine, allez. Et moi, j'étais là, trop fière de gagner mes matchs et tout. Si je mettais des hippons, c'était trop bien. Mais moi, j'avais toute petite, j'étais trop une mauvaise perdante. Okay. Et donc... c'était pas question de il me piquer ou pas, même quand je perdais c'est pas grave parce que c'est rien, hein, la vérité, mais moi en fait je pensais derrière à purée, ça se trouve si je vais réussir Chérine, tu vas réussir et tout, et quand je perds, j'étais dès que j'allais bouder dans ma chambre et tout, je m'en voulais tellement et tout, mais sinon non, c'était pas leur truc de piquer, ils ont toujours été là, si on voulait arrêter on pouvait arrêter. Ok. Tu vois, ouais. Il y avait rien de pour eux. Je pensais pas qu'on allait arriver à ce stade-là, quoi. Ok, d'accord, ouais. Ils encourageaient. Ouais, note, hein, mais... Ouais, si tu me dis que tu vas être une championne, ok. Bah, vas-y, mais sans plus, quoi. Et t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 3 frères, tous plus petits, et on fait tous du judo. Ok. Voilà. C'est quoi d'être la grande sœur? Je connais pas, tu vois. Alors, d'être la grande sœur, en vrai, c'est cool, parce que, déjà, comme je suis la seule fille, papa il me comptait pas souvent. Et donc les garçons, vraiment, des fois c'était tout le temps sur eux et tout, alors que c'était moi un peu la source des problèmes. Mais après, voilà, j'étais un peu la capitaine de la maison, j'étais un peu celle qui manageait un peu tout. Donc venez, on fait ça. On faisait des plans à 2 pour aller embêter le 3e. Enfin voilà, c'est ça, et d'être une grande sœur. Enfin, franchement, on s'est trop bien amusé quand on était petits, j'aimais trop. Ok. Tu voudrais revenir en arrière ou quoi? Oh, mais c'était bien. C'était vraiment bien. Et t'as un souvenir, je sais pas, avec tes frères justement, ou de judo, ou je sais pas, vous avez fait des bêtises, ou ils se sont fait gronder, pas toi ou... Non, mais après, j'ai pas de souvenir comme ça, mais je sais que on était un peu... Franchement, on faisait tout et n'importe quoi. On allait à la salle, je me souviens, quand on sortait de l'école, on allait à pied direct au dojo. Et même si c'était pas l'heure de notre séance, on se mettait sur le bord, on jouait avec les ballons et tout.
Après, on se rentrait dans la gueule. Mon oncle Kader, des fois, il pétait un câble, il nous mettait sur le bord et tout. Puis après, quand c'était notre séance, on faisait des tournantes, chacun notre tour sur un. Mais c'est entre nous, hein. Genre, là, c'est toi qui reste au milieu, vas-y, on te marave. Et du coup, on était là, on se découpait, allez, Kéliane contre Ayane, Chérine contre Ayane et tout. Mais c'était n'importe quoi. Et après, à la maison, des fois, on faisait des combats et tout sur le canapé. Enfin, voilà, c'était ça, tu vois. C'était ça d'être enfant et agité qui aime la baston. Est-ce que vous êtes tous hyper actifs un peu comme ça là? Ouais, on est tous un peu actifs. Ouais, on est des agités un peu dans la famille et on a tous. Enfin, après on a chacun son caractère. Moi, je suis celle qui va à 2 à l'heure, à 2 à l'heure, justement à 1000 à l'heure, la stresser un peu de tout et n'importe quoi. J'ai besoin que tout soit carré, tout soit cadré. J'ai mon frère juste après moi, Ryan, qui lui, il est posé, il est là tranquille. Ouais, il est speed, il aime trop le sport. Mais il y a rien qui l'atteint, tu vois. Et moi je suis là, mais bouge-toi et tout. Pas du tout. Après il y a Kéliane qui est un peu plus stressé, lui, mais pour moi ou pour les autres, lui il est pas stressé pour lui-même. Donc vraiment, il va regarder mes compètes, il va connaître tout le tableau, il va connaître toutes les filles, il va attendre de voir. Lui, c'est un passionné de regarder mes combats les et tout. Ouais, voilà, les stats, machin. Donc il va stresser pour les autres, pour les enfants. Tu vois, lui, c'est les enfants, il faut les surveiller. Attention à la piscine, attention à ça. Mais après, il est détente. Et après, il y a Naïm, lui, c'est un peu c'est le dernier. C'est le Sigma, quoi. C'est celui qui, il a un peu de tout. Et voilà, il veut faire mieux que moi. Maintenant la barre elle est haute, hein, c'est plus juste faire les championnats de France. Ouais, voilà, en gros c'est ça. Maintenant faut monter sur la boîte. Ouais. Bon courage Naïm. Grave. T'as pas choisi la plus facile là. Mais trop cool. Et ça, c'est un avantage de s'entraîner avec. Alors tu disais que tes frères ils étaient plus jeunes, mais j'imagine que quand même ça, même s'ils sont un peu plus jeunes et que potentiellement tu peux avoir plus de force. En tout cas, c'est un autre style de combattant, tu vois, c'est un autre style de judo. Ça a été un point fort, jeune de. Moi, je pense que je te dirais oui, ça peut. Moi, comme je viens d'une petite région dans le Gard, j'ai commencé, on était 2 filles dans le club, 2-3 filles. Ouais. Donc il y avait que des garçons, donc je faisais qu'avec les garçons et les premières compétitions que je faisais c'était des interclubs, des clubs de plusieurs régions, on appelait ça les coupes de l'amitié et le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de filles de ma catégorie de poids, donc on faisait par morphologie et je faisais des compétitions qu'avec les garçons au tout début, vraiment petite. Du coup, ça posait pas problème. Mes frères, les garçons, quand t'es petite et qui sont petits aussi, il n'y a pas de différence parce que on est tous à peu près. Il y a un âge où en fait on a à peu près tous la même force. Il y a pas, ils se sont pas encore développés. On est à égalité, quoi. Et en fait, après, à partir d'un certain âge, moi, je vois mes frères quand je fais des combats maintenant avec eux. Ils font leur poussée de croissance, ils deviennent plus lourds, plus costauds, ils prennent de la masse musculaire. Là, ça devient plus compliqué et puis c'est eux un peu là qui jouent avec moi. Mais au tout début, vraiment, je me souviens, des fois, on se tuait et tout. Et maintenant, quand on fait, je me dis, bon, fais tranquille et tout là. Parce que je te connais, tu vas t'emporter, tu vas m'en mettre une, tu vois. Mais voilà, après, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Le fait de ne pas différencier les filles et les garçons, que tout le monde fasse ensemble. Voilà, c'est des différents judos, différents styles. Et après, à un certain âge, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre de faire avec les garçons. Moi, à mon oncle, je dis vraiment, on peut me mettre avec des filles et tout un peu. Et voilà, on faisait morpho, je prenais peut-être un peu plus lourd, mais j'étais qu'avec des filles. Et c'est à quel âge à peu près? Je ne saurais pas te dire, mais vraiment, quand j'étais petite, je pense jusqu'à l'âge de 7 ans au moins, j'ai fait avec des garçons, je pense. 7, 8, allez, max 10, je te dirais. Ok. Et après, au moment où tu commences à faire de la compète un peu. Ouais, je commençais, en gros, à 6 ans, j'ai commencé à faire de la compète, je crois. Ah ouais. Tu peux commencer à 6 ans. Et après, je pense jusqu'à 10, je pouvais prendre des garçons. Après, tu vois, après, t'arrêtes. Ça devient un peu plus sérieux. Il y a des tournois. Parce que là, c'est vraiment des choses qui étaient organisées par les clubs. Donc, il n'y a pas de souci. Il y avait zéro souci. On faisait notre queue, là. Tu pèses combien? 27, ok, 27 kilos, 27 kilos, 28, 29, ok, on prend les 10 là. Allez, compète. En gros, c'était ça. C'était trop bien, en vrai. On se prenait pas la tête.
Ok, mais c'est marrant ce que tu dis, tu sais, sur l'âge qu'à un moment donné, on est tous pareils, et puis c'est peut-être à l'adolescence où il commence à y avoir des diffs. J'ai lu un article là récemment d'une chercheuse qui disait que sur les hommes de Néandertal, genre il y a très longtemps, c'était les hommes et les femmes qui chassaient ensemble. Ouais. Et du coup, en fait, les morphologies, elles étaient exactement les mêmes, Ouais. les musculatures. Et alors, j'ai plus exactement les données exactes en tête. Je suis désolé pour les auditeurs, mais il y a un moment donné, en gros, on a décidé, c'est les garçons qui vont aller chasser. Ok. Et effectivement, à partir de ce moment-là, en fait, on a commencé à avoir des différences de morphologie, de force que tu vois sur les os, quoi. Les os, ils deviennent plus gros, ils deviennent plus grands et tout. Mais sinon, avant, il n'y avait pas spécialement de différence. Mais là, tu vois, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous, on fait un sport à catégorie de poids. Donc même, des fois, en fait, moi, je fais des entraînements avec des petits jeunes qui font à peu près mon poids. Et qui ont peut-être 15, 16 ans, 17 ans. Et il n'y a pas de souci, tu vois, je peux faire avec eux. Après, des fois même, je prends plus costaud. Ils sont moins âgés que moi. Mais arrivé à un certain âge, en senior, c'est moins de 60, la plus petite catégorie de poids. Les garçons, en moins de 60, ça y est, il n'y a pas de niveau. Enfin, ils jouent avec moi, tu vois. Mais quand je prends plus jeune, parce que c'est moins de 50, il y a moins de 55, donc il n'y a pas de problème. Moi, je peux faire des combats avec des garçons. J'aime beaucoup, moi, faire avec les garçons. Donc, c'est pas le même judo, c'est pas le même style. Ils prennent des risques. C'est vraiment, des fois, il faut changer un petit peu ses habitudes pour progresser aussi, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors peut-être pour les auditeurs d'ailleurs qui comprennent, enfin qui te connaissent pas bien. Oui. Toi, tu es dans la catégorie moins de 48 kilos. C'est ça. Du coup, 2 fois championne d'Europe, vice-championne du monde. Ça commence à faire beaucoup. Ça muscle le coup d'avoir beaucoup de médailles, j'imagine. Il faut. Est-ce que, d'ailleurs, c'est la catégorie la plus légère. Oui. Est-ce que c'est difficile pour toi de rentrer dans la catégorie de poids ? Alors, moi, je pèse... moi, je fais des régimes pour être en moins de 48. Donc, je pèse 51,5. Ton poids pas dire de forme. Oui, en gros, je pèse... Là, actuellement, je pèse 51 kilos. Okay. Et en gros, quand je commence mes régimes, j'ai entre 2,7 kg, 3 kg. Ouais, à perdre. Ouais, plus vers 3 kg depuis cette année, parce que j'ai pris 1 kg de muscle, et voilà, donc à perdre. Et en gros, moi, je suis suivie par une diététicienne, donc voilà, on essaye de faire des choses sérieuses pour avoir le maximum d'énergie et pas perdre n'importe quoi, n'importe quand. Donc, je fais sur 2 semaines à peu près, des fois même plus. Moi, j'aime trop manger. Donc, je me prive jamais. En vrai, je mange globalement sainement. Hein, mais par exemple, je peux manger... en fait, en régime, je vais éviter d'avoir de trop gros apports caloriques par rapport à ce que je vais faire. Donc, en fait, s'il n'y a pas intérêt d'avoir autant, alors que dans la journée, tu vas pas beaucoup éliminer, que tu n'en as pas besoin, en fait, tu n'as pas besoin d'aller chercher autant d'énergie, il n'y a pas intérêt. Alors que quand, dans l'année, j'ai des apports caloriques, je m'en fiche, hein, tu vois, donc c'est ça, mon régime, en gros, sur 2 semaines, j'essaye d'avoir des féculents, des légumes, protéines à chaque fois, et après, je réduis les quantités de féculents en fonction de ce que je fais dans ma journée. Après, la semaine avant, je réduis encore les portions. Et moi, je fais 1,2 kg à peu près sur l'eau, et ça, c'est que le jour de la pesée. Au dernier moment, je perds l'eau. D'accord. Comment tu perds l'eau ? En gros, à 16h, on a la pesée, la veille de la compète. Et à midi, par exemple, je vais me couvrir. Et je vais mettre une sudie, je vais mettre un kawaii, en gros, et je vais couvrir par-dessus et tout. Et bonnet, gants, chaussettes, donc la totale. Et derrière, je vais aller courir. Et je vais aller courir, faire des exodynamiques, des étirements. C'est une séance qui dure à peu près 1 heure. Et en 1 heure, je perds 1 kg d'eau. 1,2 kg d'eau. Voilà. Ok. Et après, j'attends la pesée. Ok, d'accord. Non, mais c'est ouf, tu sais, pour les gens qui connaissent pas bien les sports à catégorie de poids, tu vois, ils se rendent pas compte de ce petit effort et de ce petit conditionnement que tu dois faire 24 heures avant. Oui, c'est ça. Et c'est de l'eau et après tu les rebois tout de suite, quoi. Oui, après la pesée, on reboit. Parce qu'en fait, les petites catés comme ça, on a du muscle. Notre pourcentage de masse grasse, il est assez faible. Ouais, donc, tu peux pas perdre que du gras ou que par rapport à la bouffe. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de taper dans l'eau. Mais faut pas taper trop non plus. Donc, moi, j'ai la chance, entre guillemets,
d'avoir des régimes qui sont assez cool, on va dire, et où il y a 1 kilo d'eau. Mais il y a des régimes où c'est possible qu'il y en ait plus. Il y a des personnes qui font bien plus sur l'eau. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais après, derrière, moi, je rebois direct après ma pesée. J'ai des boissons énergétiques. Moi, j'aime bien... Voilà, je prends des protes. Je prends ma ceinture et mon jus de raisin. Derrière, j'ai une barre protéinée aussi, s'il faut. Après, j'attends. Je fais ma première partie comme ça. Après, j'attends le soir pour aller prendre le repas. Okay. Et derrière, c'est le jour de la compète, le lendemain. Après, il y a une... T'es pas affamé il y a une repesée. Le jour avant la compète? Ça, c'est dans la tête. Vraiment, ça va. Ok. En fait, ça fait partie de la compétition. Et donc, je suis tellement déter et tout. C'est bizarre, hein, parce que on souffre, entre guillemets, un petit peu. Mais je te jure que ça m'excite, tu vois, de faire ça. Enfin, ça me met dans le truc, tu vois. Okay. Mais je suis folle, on dirait, mais... Non, mais vraiment de me dire, allez, là, c'est bon, c'est le moment où on se finit, tu vois, et on va avoir le 48-0, voire 47 quelque chose, quoi. Et donc là, je suis là, je me couvre, c'est parti, let's go, et j'ai une déterre de ouf, il n'y a personne qui m'arrête, et je fais ça pendant 1 heure. Et après, j'ai trop hâte de tout enlever, de voir comment j'ai perdu, me peser, et la satisfaction de voir que je suis au poids. Et là, c'est bon, j'attends, je me douche, je prends mon time, petit brushing, tu vois, je prends mon temps et tout. Et après, je me fais peser de contrôle. Et le temps, il passe trop vite. Parce que on essaye de faire assez rapproché de la pesée. Et après peser, j'ai préparé ma bouffe et ma boisson d'après pesée. Et après, un go. Faut faire attention, le lendemain, il y a une repesée aléatoire. Et en fait, c'est 5%. Faut pas dépasser 5% du poids. Donc moi, c'est 50,4. Okay. Le lendemain, si je suis tirée au sort. Mais en général, le lendemain, je pèse 49,6 à peu près. Donc je reprends 1,6 kg le lendemain, sachant que du coup à partir de 16h, je bois, je mange le soir, je rebois. Et le matin, je déjeune aussi le jour de la compète, voilà. Mais tu vois, ce que je trouve dur, c'est que en gros, tu dois perdre effectivement le poids pour la pesée, mais tu dois rester dedans, tu vois, pour la compète. Oui. Tu peux pas te faire un gros cheat meal. Non. Alors que t'es un peu affamé quand même, tu vois. Après, tu pourrais, hein, mais bon. Non, mais le lendemain, t'es pas bien. Oui, c'est pour ça. Lourd. C'est pour ça. Après, chacun son truc, hein. Mais moi, je sais que voilà, je vais me faire un bon plat de pâtes. Après, s'il y a un poisson, une viande, c'est sûr. Et du fromage râpé, s'il y a aussi. Et voilà, je me fais plaisir. Et s'il y a des desserts, tu vois, je vais pas dire non plus, hein. Ah, ok. Donc, t'inquiète pas, je me fais un peu plaisir. Et puis, dans la valise, il y a des petits bonbons, du chocolat et tout le temps. Donc, dans ma chambre, ça m'attend. Même avant déjà de faire ma perte de poids, je triche, tu vois. Je prends un carré de chocolat, je prends un bonbon. Mais ça fait du bien au moral. Ouais. Non, mais ça fait trop du bien à entendre, tu vois, de ce que tu dis, parce que déjà, j'ai quand même rencontré des judokas qui en souffrent un peu. Ouais. Tu vois, c'est dur pour certains et tout. Pour certains, c'est une grosse privation. Ça m'avait assez rire parce que je savais pas trop comment le prendre, mais dans le reportage sur Teddy, oui. on voit qu'il est complètement accro au sucre, tu vois, et il s'est livré là-dessus et tu te dis, mais waouh, un champion comme ça. Mais on aime le sucre, hein. Mais bien sûr. Moi, là encore ce midi, j'ai ma tablette de chocolat M&M's, j'ai mangé un petit bout, hein. Bien sûr. C'est en fait. T'as tellement quand tu te restreins, t'es obligé. Oui, voilà. Mais après, il y en a après, c'est même pire parce que si on se restreint toute l'année, quand tu exploses après, t'exploses. Moi, je sais que je me fais plaisir. Moi, je me fais tout le temps plaisir et je sais qu'il y a 2 semaines avant la compète où je vais pas me faire plaisir. Mais pendant ces 2 semaines, je me fais des petits kiffs. Tu vois, j'ai été sérieuse là. Bon, je peux aller me faire un dimanche, par exemple, je peux aller me faire un petit brunch, mais je reste sérieuse dans le brunch, tu vois. Je fais attention à ce que je vais manger. Là, le soir, je sais pas, je me pèse le matin, je trouve que ça va, j'ai quand même assez bien perdu, j'ai fait beaucoup d'efforts et tout. Pourquoi pas prendre un petit dessert, un kiff, mais pas tout le temps, parce que c'est pas bon. Mais tu peux pas te priver tout le temps, c'est pas possible. Et avec notre discipline, avec la perte de poids, franchement, ça nous rend tous dingues. Le sucre et tout, enfin, on en devient fou. Des fois, je fais des courses, j'achète des trucs. Juste parce que je suis au régime, j'achète ça. Et après, une fois que mon régime il est fini, je regarde, j'ai même pas touché. Mais tu vois, c'est ouf. J'ai même pas touché, ça me donne même plus envie. Parce que ça y est, j'ai déjà bu une tonne, j'ai déjà mangé. Ouais. Donc,
c'est dans notre tête après. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Là-bas, moi, en ce moment, je prépare une compète. Alors, ça s'appelle Aerox. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un mélange de course à pied et de crossfit. Ok. Tu fais 1 km en courant et tu fais un mini WOD de crossfit. Donc, tu as du wall ball, oui. tu as du sled pull. Tu vois, tu as ça. Tu as du rameur, tu as du ski erg, tu as des burpees. Ça doit et tu fais ça. En fait, tu fais donc 1 km, un mini WOD et tu fais ça 8 fois. Les meilleurs, ils font ça en 1h03, 1h04. Et c'est des grosses brutes. On avait déjà fait un défi avec le club où on courait au fait autour de la salle un certain nombre de temps, de la salle de CrossFit. Et après, derrière, on avait un enchaînement d'exercices et on repartait encore. C'est pas facile. C'est dur. Oui. oui. Et je vois, tu vois, du coup, là, je m'entraîne 2 fois par jour. J'ai une séance course à pied, j'ai une séance plutôt CrossFit. Et... j'arrive à avoir de la discipline dans le sens où, enfin, j'ai pas beaucoup de discipline, mais moi je me fais des mécanismes tout simples, tu vois. Par exemple, je m'achète des citrons, je les mets en plein milieu de ma cuisine, comme ça le matin, boum, citron pressé. Ou tiens, mes protéines, mes shakers, ils sont limite déjà faits, tu vois, comme ça. Je me prends pas la tête, tu vois. J'ai plein de trucs comme ça. Et par contre, pour la bouffe, c'est chaud, quoi. La bouffe, c'est les envies de sucre, elles montent quand même. Tu vois, quand tu augmentes la charge d'entraînement et tout, c'est compliqué. Mais oui, en plus, quand on est en stage et comme tu dis, quand tu augmentes la charge d'entraînement, on a la dalle. On a trop faim, tu peux pas contrôler. C'est pas possible. Donc, toute la journée, Donc après, ce que j'aime bien en stage, c'est que des fois, je me dis, tu fais pas de course, t'achètes rien. Comme ça, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix, tu fais avec ce qu'il y a, tu manges des pommes. Donc des fois je me fais ça. Ton environnement, moi t'as pas de tentation avec toi, quoi. Non mais vraiment, tu sais que c'est réel, je me fais du mal, mais au bout de 5 jours après j'ai oublié. Tu vois, j'ai oublié parce que en vrai je suis focalisée sur ma perf, sur ce que je veux faire, sur mes entraînements, faire la sieste. Tu vois, j'ai pas le temps, je suis KO. Donc je vais pas aller faire les courses, c'est pas grave, tant pis. Je suis en train de manger ce soir ou à midi. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Atomic Habits, qui est très connu dans le monde du business pour créer des habitudes et tout. Et un des trucs qu'il dit, c'est une habitude, c'est un déclencheur. Et si tu veux supprimer une habitude, il faut supprimer le déclencheur. Et il te dit, le déclencheur visuel, c'est le plus puissant. Et il te dit, si tous les matins, tu te lèves et tu vois une canette de coca dans ton frigo, c'est sûr que dans la journée, tu vas la boire. Mais si tu la vois plus, t'auras plus envie. Et du coup, il t'explique que voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est juste cacher les choses et que c'est beaucoup plus facile de te dire je vais commander sur internet pour pas acheter de coca, pour pas passer devant et te faire livrer un truc sans coca plutôt que d'aller dans le magasin, de voir le coca, de dire non et après te dire allez, j'en prends juste une, machin, et tu la mets chez toi et après et t'as la tentation et te dit mais même les plus grands champions, les plus grands businessmen, les plus grands les plus grandes personnalités qui ont réussi, ils ont beaucoup moins de discipline qu'on pense. En fait, c'est juste ils suppriment des choses comme ça. On m'envoie des messages des fois. Comment tu fais pour tes régimes? En gros, on a l'impression qu'on est parfait dans tout ce qu'on fait, mais je vous promets, on n'est pas parfait. Franchement, des fois, je suis là. On n'est pas parfait. Si j'étais parfaite, je pense que je serais au poids toute l'année. Hein. Vraiment. Mais pas du tout. Donc, non, il faut pas croire. En fait, craquer et avoir des tentations et kiffer le sucre et tout. En vrai, c'est la vie. C'est comme ça. Tout le monde est pareil. Hein. On est sportif de haut niveau, mais j'aime bien manger des fast-food. J'aime bien manger, quoi. Ça veut rien dire. Je fais des régimes, mais je mange quand même. Mais ça peut aller ensemble, quoi. Bien sûr. Donc, non, mais oui, c'est méga intéressant. C'est trop cool que t'en parles avec autant d'ouverture, mais je voulais te demander la question quand même. Est-ce qu'il y a eu un jour, ou est-ce qu'il y a eu des fois où ça t'a mis mal avec ton corps, mais pas forcément sur la partie poids, tu vois, mais peut-être plutôt sur la partie silhouette, tu vois. Parce que du coup, t'es hyper, comment on dit en anglais, on dit shredded, tu vois, genre, t'es hyper affûté. Et je sais, tu vois, moi j'ai une très bonne amie qui a fait du sport et au bout d'un moment, elle aimait plus son corps, en fait, visuellement. Parce qu'elle faisait de la course à pied, donc elle était très fine. Ah ouais. Et elle aimait plus son corps, tu vois. Et du coup, je me posais la question. Toi, t'as toujours été bien avec ton corps ? Je te dirais qu'il y a des phases, en fait, où des fois, je me sens pas bien. Des fois, je me sens trop bien. Mais en fait, on s'y habitue. Après, moi, je suis pas pour, par exemple, me peser tout le temps.
Je te dis ça parce que nous, la pesée, en vrai, c'est pas que c'est tabou, mais moi, je me sentirais mal aujourd'hui, tu me dis de me peser là, tu vois. Comme ça. Je peux pas, en fait. Je peux pas. Déjà, on est en journée. Moi, je me pèse le matin. Je peux pas me peser comme ça. Faut préparer. Enfin, faut... Tu comprends ? Et avant, c'était vraiment... parce que avant, j'étais en moins de 44. Je faisais mes derniers régimes. J'avais fait 4 kilos de régime, je me souviens, quand j'étais plus jeune, cadette. Et je faisais n'importe quoi. Parce que je connaissais pas. Je savais pas comment on faisait des régimes. Maintenant, je suis devenue assez sérieuse sur mes régimes parce que tu prends de l'expérience, tu commences à comprendre, tu te fais confiance. Mais avant, pendant une semaine, limite, je buvais pas des fois. Enfin, je buvais, mais pas les quantités qu'il fallait. Donc après, du coup, t'as des... Je te dirais que tu as des réflexes ou des petits trucs qui viennent et qui, en fait, voilà, on te pèse, il faut que tu te prépares pour être pesé. Des fois, on faisait des pesées aléatoires, en fait, quand on était plus jeune. Et enfin, des pesées où la prof, en fait, notre entraîneur, elle disait, bon, allez, pesez. Et tu sais, ça, c'est des choses qui m'ont marqué un peu. Même si c'est pour notre bien, pour voir où on en était et tout. C'est des trucs, en fait, j'étais là, oh non, pourquoi ? C'est un peu traumatisant, je trouve. Pourquoi et tout, et tout. Enfin, franchement, et il y en a qui étaient... je pense plus mal que moi, hein, mais et donc tout ça m'a marqué et du coup me peser comme ça, j'ai toujours encore du mal, même si des fois je le fais et je me force parce que pour comprendre que en vrai c'est rien, c'est pas parce que t'as mangé un burger que le lendemain tu vas peser 54 kilos, Chérine. Donc tu te pèses et des fois je me pèse et je me prouve à moi-même ouais ça va, je vois le 50 alors que j'ai mangé un burger hier, donc ça va en fait. Donc à force dans l'année à force de faire ce genre d'exercice, entre guillemets, je me mets à réaliser et à m'habituer un peu plus à ça et à casser ce déclic, cette chose qu'il y a dans ma tête, quoi. Et donc des fois, moi, je me pèse pas tout le temps parce que j'ai pas envie, justement, que ça me prenne la tête. Donc, quand je suis en vacances, par exemple, je me pèse pas, je kiffe, je mange. Après, des fois, je regarde un petit peu au miroir comment je suis, tu vois, je fais un peu à l'œil comme ça, je me dis, bon, ça va. Et, mais des fois, je sens que je me sens un peu lourde, tu sais, je me sens pas très bien et tout. J'ai trop hâte de reprendre le sport, mais à cette phase-là, je sais qu'il faut pas que je me prenne la tête parce qu'en fait, c'est rien, c'est pas grave. Ouais. En fait, c'est pas grave. On a tous une morphologie. Et moi, je pense que... Tu sais, on tient de nos parents. Enfin, moi, je vois ma maman, elle est toute fine. Je vois toute ma famille et tout. Donc, en vrai, ma mère, elle est plus lourde que moi, mais je la vois fine. Mais je sais que si je pèse son poids, pour moi, je vais peut-être pas me voir fine, tu vois. Alors qu'en vrai, peser 55 kilos, c'est quoi ? C'est rien du tout. C'est abusé, Chérine. Et donc voilà, il y a ce truc qu'il y a dans ma tête et qu'il faut que... En fait, depuis petit, en fait, c'est comme ça. Depuis petite, quand on fait des sports à catégorie de poids. Et c'est pas pareil chez les garçons, ils sont un peu plus à l'aise avec ce sujet-là. Eux, ils s'en fichent. Moi, je vois des fois les mecs qui se pèsent comme ça dans la journée. Et je dis, mais ça va pas, moi, jamais. Des fois, on me dit, pèse-toi. Je dis, non. Non. Mais voilà, c'est le seul truc que je te dirais qui bloque un peu. Et je suis pas la seule. On est beaucoup, en tout cas chez les filles, dans ce cas-là, tu vois. Mais j'apprends à aimer mon corps, même si des fois je me sens pas très bien. Après, il y a les entraînements, je reprends une vie. Tu vois, il faut accepter des fois que pendant une semaine, tu vas te faire des kiffs. Enfin, je te dis pendant une semaine, pendant quelques jours, tu vas te faire des kiffs. Nous, on a des rebonds, en fait, après les pesées. Et après la compète, on a la dalle. On a cette phase où, je sais pas, pendant, je te dirais 2-3 jours, t'as envie de manger tout, n'importe quoi. Bien sûr. Et vous brûlez tellement de calories aussi sur une journée. Mais t'as trop envie de manger. Je sais pas ce que j'ai envie de manger. En plus, donc là, tu fais ta compète toute la journée, c'est du grignotage. Toute la journée, c'est du grignotage, t'es ballonné, mais le soir, t'as la dalle, donc tu manges encore. Le lendemain, par exemple, on prend un avion tôt, on va arriver à l'aéroport, et on va voir un fast-food, on va se découper, tu vois, mais il est 11h. Il est 11h, on se prend un burger, normal. Et après, on arrive à la maison, on se sent pas bien. Déjà, on a fait la compète, on a mangé toute la journée, plus le burger, tu te sens mal. Et après, le lendemain, tu te dis, je vais me faire un kiff avec ma famille, tu vois, j'en sais rien, c'est un truc comme ça. Et donc, pendant 3 jours, t'es en mode de... On coupe tout et, tu vois, je me tue un peu. Et après, t'as la phase où tu te sens pas bien, du coup. T'es là en mode là et tout, je regrette. Vraiment, je regrette, oh là là. Moi, j'ai hâte de reprendre le sport pour éliminer ça. Et après, en fait, tu prends conscience de ça et consciemment, tu bascules. C'est mieux, en fait, je pense, de craquer pendant le temps que ton corps a besoin
Enfin, là, moi, c'est 2-3 jours, c'est rien. Et après, je réalise que là, c'est bon, stop. Et du coup, je suis comme un robot, on s'arrête et on reprend un rythme. Okay. Que, en fait, dire, là, je me restreins, je me découpe. Je me restreins, je me découpe. Je me restreins, je me découpe. Tu vois, c'est pas... Enfin, moi, je le vois comme ça. T'as des déclencheurs qui te permettent de te mettre en mode robot un peu, et tes déclencheurs de succès, tu vois, qui te disent ok, là c'est bon. C'est bon, on retourne au sérieux. Je veux faire plaisir. On retourne au sérieux et voilà, on a le temps avant la prochaine compète, on se prend pas la tête, on fait un truc tranquille, voilà. Bon, écoute. J'ai parlé beaucoup sur ça. Non, mais merci d'en parler aussi librement parce que c'est marrant parce que t'en parles vachement avec le sourire, mais tu caches pas que c'est quand même dur. Et que oui, c'est pas facile. Il y a des moments, c'est un peu de la prise de tête. Ouais. Et tu vois, et moi, je t'ai dit, hein, ce podcast, c'est aussi une mission pour les plus jeunes. Et je sais que, tu vois, dans les sports à catégorie de poids, déjà, on vit dans une société qui est hyper conditionnée par la forme, tu vois, la silhouette. Faut être musclé, faut être sec, faut être parfait. T'as un peu de cellulite sur les fesses, c'est pas bien. Tu perds tes cheveux, c'est pas bien. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a trucs. Tu vois, pour les femmes, c'est encore pire. Enfin, tu vois, je trouve que le corps de la femme est énormément instrumentalisé, quoi. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, pour mes copines qui sont athlètes, je me suis toujours dit dur, enfin pas facile en fait, de jongler un peu avec le jugement de la société, le fait que ton corps c'est ton outil de travail, donc il faut l'optimiser et tu choisis pas la forme qu'il va avoir. Non. Tu vois, donc, non, tu choisis pas la forme, tu choisis pas le temps qu'il va prendre pour pouvoir prendre en muscle, j'en sais rien, en fonction de nos objectifs et tout. Il y a des personnes, elles seront nées avec des abdos, d'autres pas. Enfin, c'est un exemple, hein, mais c'est comme ça et je pense qu'il faut accepter son corps et tu peux avoir autant de force que quelqu'un si t'es pas tracé ou dessiné, hein. Moi, je vois des filles qui sont dans ma caté extrêmement sèches et abdos de dingue et tout. Moi, abdos que à 47,9. Hein. Après, bon, j'ai des abdos, je vais pas dire que j'en ai pas, mais je... Pas visible. Ouais, ils sont, tu vois le dessus un peu. Mais faut pas croire, tu vois, je suis fine, sèche, mais c'est pas parce que... Enfin, ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. Chacun a sa forme de corps et c'est vrai que c'est compliqué... quand t'es une femme aujourd'hui de l'accepter. Moi, ça va, c'est mon outil de travail, tant qu'il est en bonne santé et que j'arrive à faire le nécessaire et mon boulot avec et que je sens qu'il a de la force et qu'il est bien, ok, top, je suis avec et on y va, quoi, ça me suffit. Trop bien. J'ai une question qui me vient en tête, t'es pas obligé de répondre parce que ça peut être un peu intime et peut-être que après tu peux me répondre pour toi ou même de manière générale, mais je me dis, est-ce que ça joue sur un peu ton cycle hormonal ? Parce que je te dis un peu le contexte de la question, tu vois, mais moi je le vois quand je mange mal, j'ai moins de testostérone, je le ressens. J'ai moins la gouache, je vais être un peu moins concentré, peut-être un peu plus irritable aussi. Toi, tu as besoin d'une certaine forme d'agressivité. Je pense que tu vois aussi, je sais pas comment si tu tombes, je sais pas, un jour de compète, un jour où tu as tes règles, tu vois, où tu as ton cycle, comment ça se gère ? Et est-ce que le poids, ça peut influencer ça ? Alors, par rapport à nos règles, ce que je dirais, moi, c'est que la semaine avant, je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc, mon poids, des fois, il stagne, il descend pas. Okay. Ça reste. Donc, c'est stressant. C'est stressant, mais en fait, on essaye... c'est pour ça qu'il faut essayer d'apprendre à connaître son corps. Et je sais qu'une fois que je les ai, mes règles, je perds d'un coup du poids. Donc j'essaye d'être sérieuse et même si je vois un poids qui n'est pas le bon, je sens que mon corps, et je le sens et je le vois, hein, que c'est pas le vrai poids qui a écrit, tu vois, sur la balance. Mais c'est difficile, hein, parce que tu te dis mince, je suis lourde encore, je suis lourde. Et en fait, dès qu'elles arrivent, donc c'est pour ça il faut essayer de voir en fonction de... Tu calcules, tu vois, sur ton mois, quand que tu vas les avoir par rapport à ta compète, est-ce qu'il y aura ce problème-là de rétention d'eau ou pas ? Mais après, j'ai déjà fait des compètes avec mes règles, ça pose pas de problème, tu vois. Moi, j'ai pas des règles douloureuses ou voilà. Je suis tellement focalisée en fait sur la compète et concentrée. Et même si je me sens mal, en fait, on s'entraîne tous les jours et on sait que des fois, malheureusement, on va pas être au top de notre forme le jour de la compète. Sauf que il faut quand même y aller et aller chercher des ressources, même si on n'est pas à 100%. Et on s'entraîne tout le temps comme ça, on s'entraîne dans des conditions où des fois on n'est pas bien. Et c'est fait exprès, il faut aller chercher le mental, il faut aller chercher au fond ce qu'on peut. Donc quand tu t'entraînes comme ça,
quand t'arrives mal et que t'arrives, par exemple, c'est tes règles qui te posent problème, dans ta tête, c'est pas tes règles qui te posent problème. Je suis mal, mais il faut quand même que je fonce. Faut quand même que j'y aille. Faut quand même que j'aille chercher ce que je peux avec ce que j'ai. Je m'entraîne tous les jours pour ça. Je vais pas lâcher, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas d'excuse. Enfin, moi, c'est pas une excuse. Donc, je calcule pas et ça vient pas. C'est plus tard, peut-être, je dirais, ah ouais, c'est vrai que j'ai eu ça pendant la compète. Peut-être que ça a joué, tu vois. Et après, tu parles avec ta diète et tout. Bah ouais, forcément, ça a joué, Chérine, machin. Donc voilà, mais c'est pas un truc qui en général me pose problème. Moi, je fais mes petits calculs dans le mois pour savoir si ça tombe à peu près période de compète ou pas, quand par rapport à mon régime. Peut-être qu'il faut que je commence avant mon régime. Donc c'est surtout sur ça. Après, si je les ai pendant la compète, c'est comme ça et c'est la vie, hein, et on fait avec. Bien sûr, ça fatigue plus. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais voilà, on s'entraîne dans des conditions où on apprend en fait à rien lâcher et même si ça va pas, il peut se passer n'importe quoi le jour de la compète qui va faire qu'on soit pas très bien, que ça soit une fille ou un mec, hein. Et voilà, ça peut faire partie des conditions qui font que ce jour-là, tu vas pas être au top, peut-être Chérine, mais il faut quand même pas lâcher, quoi. Ouais. Écoute, merci de me partager ça, c'est cool. Enfin, déjà, moi, ça m'apprend des choses et tu vois, c'est vrai que j'ai des amis, des fois quand je les entends, je m'intéresse à ce sujet-là parce que je sais que c'est important pour elles et aussi en tant que garçon, je pense qu'on n'est pas trop éduqué, tu vois, ça, on n'a pas trop l'habitude d'être dans ce genre de confidences. Et du coup, moi, j'essaie d'en parler à des amis et franchement, j'ai des amis, je pense qu'elles n'auraient pas pu être athlètes de haut niveau, tu vois, pour ça, parce que elles souffrent trop. Ouais, tu vois, y en a, elles ont vraiment trop mal. Elles n'ont pas de chance et tout, et elles sont vraiment pliées au lit. Et moi, ce que j'entends en tout cas dans ce que tu me dis, et ce que je trouve fort, c'est que tu arrives à faire complètement abstraction, en fait. Tu vois, t'es obligé, en fait, t'as plus le choix. Oui, t'as plus le choix. Mais du coup, on en vient à ce que ça devienne normal. Mais même, apparemment, avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on est censé... Enfin, il y a une certaine... Faut doser, quoi. Mais on va voir un médecin. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des filles qui vont voir le médecin pour avoir peut-être une pilule qui va permettre... qui va être adéquate à son cas. Peut-être un médicament, on n'en sait rien. Plutôt des médicaments aussi par rapport à la douleur des règles. Mais voilà, en fait... tellement on se fait mal aussi dans notre discipline. Des fois, mais je promets, des fois quand je parle à mes parents, oh, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mal à la tête, prends un space-fond, prends un truc, je prends rien, j'y vais. Elle me dit mais t'es dingue et tout. Enfin voilà, on est... Donc ça devient normal. C'est des habitudes. Ok. Du coup, ça se trouve, j'ai mal, mais moi j'ai l'impression que j'ai pas mal. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je sais que j'ai pas trop mal, mais il y en a, c'est ce qu'elles vivent. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, mais moi, c'est ce que je te dis, j'essaye de faire abstraction et... Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est un sujet qui est pas facile parce que d'un côté, tu peux dire, tu vois, des jeunes filles, regardez, il y a des championnes qui arrivent et en fait, c'est avec le temps que ça vient. Donc, au début, il faut peut-être un peu se forcer. Et puis, une fois que tu as l'habitude, tu le sens plus, entre guillemets. Tu vois, j'essaie de peser mes mots parce que c'est pas facile. Je ne pas qu'on le sent plus. Mais oui, après, je sais que j'avais fait une fois... j'avais été dans une masterclass où on avait parlé de ce sujet-là avec une dame de l'INSEP qui fait des recherches justement sur ça. Et de ce que j'ai compris, dans notre cycle, il y a des passages en fait, où on sera plus performante que d'autres. Il y a des médicaments. En fait, moi, je l'ai fait dans l'année, cette masterclass. Et par exemple, j'ai encore appris par rapport à ça. Je ne savais pas forcément qu'il y avait des périodes de ton cycle où c'est le meilleur moment pour t'entraîner à fond, là un peu moins, parce que par rapport à tes hormones, là elles sont à ce cap-là, t'as ça comme hormone qui agit, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a des recherches qui sont faites qui sont méga intéressantes sur ce sujet-là, et du coup c'est pour ça que des fois il y a certaines pilules, médicaments qui pourraient être très bons à prendre, parce qu'en fait ils annihilent ces hormones qui peuvent t'emmener en fait à être un peu plus performante, et voilà, il y a un c'est super intéressant. Je regarderai le compte Instagram de la dame et je te passerai carrément. Et franchement, c'est intéressant de fou. Ok, je veux bien. Écoute, ça m'intéresse. Et ça m'étonnerait pas en fait que tu vois qu'il y ait ça. En tout cas, moi, en tant que mec, on a des cycles, je pense, qui sont différents. Mais
on est quand même cyclique. Déjà, faut pas croire qu'on est plat toute l'année. C'est pas vrai du tout. Et ouais, enfin, je le sens carrément, quoi. Et c'est lié beaucoup à mes hormones et qui sont influencées par mon sommeil, par ma vie de papa, par mon stress, l'alimentation, enfin des trucs comme le niveau de sport. Écoute, merci infiniment pour ça. De rien. Tiens, j'ai changé complètement de sujet. Ouais. Mais tu vois, t'as beaucoup parlé de ce conditionnement pour arriver sur le tatami. Qu'est-ce qui te motive le plus? À quoi tu penses avant de monter sur le tatami, avant un combat très important? Moi, ma source de motivation, c'est ma famille, mes parents. Donc, moi, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à eux parce que ils m'ont emmené, ils m'ont écouté dans des trucs de fou où je leur ai dit je veux aller à l'internat, emmenez-moi à l'internat. Ils ont payé l'internat, ils m'ont emmené en minibus avec mon oncle au championnat de France à Paris. Enfin voilà, on a fait des périples des fois. Puis après, ils m'ont fait confiance. Je suis allée à 2 ans sur le pôle France de Marseille en internat aussi. Donc tout ce petit chemin-là, c'est grâce à eux aussi parce que moi, ils savaient pas trop ce que je faisais. Laisser leur fille, la première, aller là-bas, aller dormir là-bas et tout, c'était un peu... C'est toi qui le voulais? Moi, c'est moi qui voulais. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, je savais pas comment j'allais devenir une championne. Je veux être une championne, tu vois, dans ma tête, je voulais être une championne. Je savais pas comment on allait. Et comme, en fait, je viens d'une petite région qui est vraiment pas comme à Paris, hein, je m'entraînais dans mon petit club, je voyais rien. Moi, on me disait, demain, t'as une compète, ok, je vais à une compète. T'as les interrégions, ok, top. Oh, tu passes cadette, Chérine, il y aura les France peut-être cette année si tu qualifies. Ok, super. Tu vas faire Clermont, tu vas faire ci, nanana. Tournoi de France, trop cool. Après, première sortie internationale, pour faire quoi? En groupe France. Ah bon, il y a le groupe France. Du coup, tu vois, c'était trop bien parce que j'étais trop insouciante. Enfin, je connaissais rien et j'avançais. Je me rendais pas compte de l'importance de ça. D'aller jusqu'à là-bas. Après, on te dit championnat d'Europe, peut-être. Championnat d'Europe quand t'as 15 ans. Enfin, vraiment. Et du coup, pareil, la structure, je connaissais pas forcément. Il y a une copine à moi qui va en structure. Elle a un an de plus que moi, donc elle rentre sur Montpellier au pôle. Elle me dit, je vais en pôle et tout. C'est de là que je connais qu'il y a un pôle. Mais vraiment, moi, j'ai été perchée. Hein. Je voulais juste faire du judo. Et cette insouciance-là, par rapport à aujourd'hui, les jeunes qui voient tout, qui savent qu'il y a un tournoi de Paris, qui savent qu'il y a les championnats du monde, comment on va au monde, qu'il y a des grands chelems toute l'année. Moi, ça, je savais pas. Moi, je suivais à la télé juste les mondes avec les champions, mais voilà, c'est tout. Et encore, enfin, et ça fait partie vraiment du truc de ma progression, que j'ai trouvé ça dingue de pas connaître, tu vois. On sait pas où on va. Donc, c'était trop bien. Et donc, pour en revenir à ça, mes parents, ils m'ont emmené partout, donc et moi je leur disais ouais, vous inquiétez pas et confiance en moi. Mes parents me disaient bon, tu travailles à l'école et on t'emmène et tu y vas. Je dis ok, pas de souci. C'était école et judo. S'il y avait pas les deux, c'était mort. Si l'école, si l'école c'était pas bien, il y avait plus de judo. Je dis ok, pas de souci. Même un bavardage, des fois il me tuait. Il me disait non, plus de bavardage et tout, sinon le judo terminé. Je dis ok, c'est bon sur mes bulletins. Hein. Donc du coup fallait vraiment que j'ai tout le temps les deux pour pouvoir continuer. Et au fur et à mesure, voilà, je suis arrivée là. Et quand je monte sur les tapis, je pense à tout ce que j'ai fait et où ils m'ont emmené, ce qu'ils ont fait, ils ont cru en moi. Et moi, c'est vraiment le message de quand j'étais petite et que je disais ouais, vous inquiétez pas, je vais réussir. C'est une promesse, tu vois, que je sais pas, j'ai encore dans la tête aujourd'hui et qui me fait continuer parce que là, moi, quand je perds, en vrai, c'est rien. Mais je pense à eux qui, par exemple, ont fait le voyage, sont venus. Et tout ça pour ça, tu vois. Et je pense à eux ils sont fiers de moi, hein, mais qui seront tristes pour moi. Parce que j'ai perdu et qu'ils croient en moi et tout. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est ça, ma source de motivation. C'est eux et de devenir une championne. C'est pour eux, tout ça. Mais pour moi aussi, hein. Pour moi aussi. Mais c'est quoi? C'est les rendre fiers? C'est les rendre... Moi, oui. C'est les rendre fiers. Et puis après, moi, j'ai envie d'être la meilleure, tu vois. J'ai envie de... J'aime ça, je suis une meuf de la compète. Enfin, j'ai un ego, je veux pas perdre. Tu vois, je travaille tous les jours. En fait, moi, vraiment, le message de se dire que je travaille tous les jours, je le fais correctement, je touche à tout. Je peux pas ne pas réussir. Tu vois, moi, c'est un truc dans ma tête.
je veux pas regretter, je fais tout à fond, je fais des choix, tu vois. J'ai commencé à faire vraiment des choix dans ma carrière qui auraient pu un peu être dangereux, tu vois, parce que des fois, cette année, avant les mondes, j'ai dit que je voulais pas participer à un grand chelem, mais dans ma tête, jamais de la vie, tu dis que tu participes à une compète, Cheyenne, toi, t'es la meuf qui veut aller de partout, tu vois. Mais pas le choix, parce qu'il faut des priorités. Aujourd'hui, si tu veux être championne du monde, va falloir que tu prépares les championnats du monde à 1000%, et peut-être qu'il va falloir enlever une compète, parce que tu veux pas arriver à ce pic à ce moment-là, mais tu vas arriver au pic au monde. Donc, tu vois, tous ces trucs que je mets en place, et dans ma tête, tu peux pas ne pas réussir, c'est pas possible. Enfin, faut que ça marche, quoi. Je suis comme ça. Je sais pas, tout ça, c'est prenant. Enfin, tu vois, quand tu travailles tous les jours pour quelque chose, pour ton rêve, c'est trop dur si ça marche pas. Mais tu peux pas dire que ça marche pas si tu travailles tous les jours. Donc c'est ça qui me motive. Moi, c'est ma ligne conductrice. Je travaille tous les jours fort, machin et tout. Je vais être une championne. Mes parents, ils sont là. Ils me regardent. Go. Ok. Très clair. Ouais. Non, mais c'est hyper inspirant, tu vois, ce que tu dis de... à la fois avoir une source de motivation externe. C'est toujours puissant, tu vois, dans les moments où on cherche un peu. Et toi, t'as pas de doute en fait sur le fait que si tu donnes le meilleur de toi-même, le résultat il est forcément positif. C'est ça. Peu importe ça dans tous les domaines, hein, peu importe qui tu es et tout. Je pense que si tu te donnes à fond et que tu le fais bien, que tu t'entoures des bonnes personnes, que tu le fais de la bonne manière, en vrai, c'est pas possible que ça marche pas. Faut pas se mentir à soi-même, tu vois, mais vraiment. Moi, je suis persuadée que ça, c'est vraiment... Moi, je suis sûre. Enfin, je suis sûre. En tout cas, dans ma tête, je suis sûre. Mais si t'es pas sûre déjà dans ta tête, ça peut pas marcher. Faut déjà que tu crois en toi, en tes capacités et en ce que tu fais. Faut que tu aies ton projet entre les mains. Si tu as ton projet entre les mains, que tout ce que tu fais, tu kiffes. Moi aussi, je prône aussi le fait de s'amuser. On a commencé en s'amusant. Moi, j'ai commencé le judo, c'était pour déconner. J'étais là, je prenais du plaisir. C'est pas aujourd'hui que je vais arrêter de prendre du plaisir. Donc, des fois, on n'en prend pas. Hein. Des fois, on n'en peut plus. Des fois, on est fatigué. On se pousse dans nos limites, tu vois, et c'est pas facile. Hein. Et des fois, tu prends grave de plaisir, tu kiffes, t'es là, sensation de dingue et tout. Tout ce que t'aimes, et après, voilà, c'est les montagnes russes, mais, mais à la fin, on kiffe quand même. Bien sûr. On kiffe quand même, mais ouais. Moi, c'est le message que moi, j'aime me dire dans ma tête et transmettre, parce que peu importe, tout le monde peut y arriver, ça, c'est sûr. Moi, quand je vois mon entraîneur... Kylian, c'est vraiment... Là, j'en parle parce que même lui, c'est un exemple. Aujourd'hui, ce gars-là, tu vois, il m'a dit qu'avant, quand il était plus jeune, il n'y avait pas forcément de résultats et c'était un acharné du travail. Franchement, il n'y a pas plus travailleur que ce mec-là, c'est pas possible, vraiment. Et quand il croit en un truc, il le fait à fond. Donc avec moi, il est dans mon projet à 1000%. Il a été dans son projet à 1000%. Il a fait 2 fois les Jeux Olympiques. Il est médaillé européen. Enfin... c'est vraiment aussi une source de motivation, je vois aujourd'hui. C'est pour ça que je m'entoure de ces gens-là, des gens où je crée des liens, cet esprit de famille que j'ai besoin. Et en fait, il y a que ces personnes extérieures qui ont un impact sur ma vie. Les personnes que t'aimes, en fait. Ouais. Les personnes que t'aimes, ce qu'ils disent, ça reste. Donc moi, je sais que demain, Kylian, il me dit un truc pour me réveiller, je suis pas la même la séquence d'après. Hein. Enfin, tu vois, sur un combat, ça peut switcher pour te dire que vraiment, dans la tête, c'est fou. Ok. Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que t'as ton petit groupe de personnes. Non, ouais. Non, t'inquiète, c'est très clair, mais j'aime bien, tu vois, le reformuler pour savoir si t'es d'accord avec moi. Vas-y. C'est de comprendre, c'est de voir que t'as des personnalités qui vont être hyper fortes pour toi et qui vont être vraiment ton ancrage et qui derrière vont toi être ta source de motivation, et c'est ces gens-là que tu veux rendre fier, quoi. Et tu les as mis dans ton entourage justement, parce que tu sens qu'ils peuvent te tirer vers le haut. Ouais. Ils peuvent m'apporter... Ouais, ils sont là pour te rassurer et te dire que t'es sur la bonne route. Et te confirmer que ouais, tu fais pas n'importe quoi et que c'est très bien ce qu'on est en train de faire. Et voilà, parce que si t'es tout seul, c'est pas facile quand t'es tout seul, et même si tu crois en toi à fond, tout seul, il manque quelque chose.
Il manque quelque chose pour... tu te poses toujours des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Donc ces gens-là, ils sont vraiment là pour se dire, mais arrête de réfléchir, quoi, fonce. Ouais. C'était quoi la décision la plus difficile ou la plus longue que tu as eu à faire pour en arriver jusque-là aujourd'hui? Pour en arriver jusque-là, déjà, le fait de quitter ma famille. Nous, on est très, très famille. Vraiment, on est tous tout le temps tous ensemble et tout. Et le fait de partir sur Paris, de ne pas rentrer tout le temps parce que, voilà, y a des compètes les week-ends. Puis après, c'est aussi crevant de faire des allers-retours. Ouais, c'est crevant, les allers-retours. Puis tu veux pas rentrer que pour 2 jours. Après, des fois, le train, c'est cher. Voilà, quand t'es petite, quand t'as 17 ans, franchement, c'est pas facile. T'es à l'internat. On était en internat aux mineurs, du coup, toute seule. J'étais à l'INSEP. Et en fait, c'était super difficile, les entraînements. T'es avec les meilleurs... t'es avec les meilleures françaises de ta caté, et au début tu te fais tuer, quoi, clairement. Tu rentres, tu pleures, il y a personne qui est là. Puis après, des fois, tu vois des moments en famille que tu rates. Ça, tu vois, c'est ce que je trouve qui a été pas facile. Et c'est ce que pas que je regrette, parce que aujourd'hui je suis fière de ce que je suis devenue et je suis fière d'en être arrivée là pour l'instant, tu vois. Mais voilà, c'est ces moments-là et c'est cette décision de m'éloigner de tout ça pour réussir. Mais voilà. Ouais. Mais c'est important que tu en parles, tu vois, parce que pour certaines personnes, c'est facile. Tu vois, de partir et de vivre un peu leur vie, parce qu'ils ont besoin un peu soit d'être seuls, de couper un peu avec le cocon familial aussi, tu vois. Et d'autres, tu vois, il y en a plein en plus qui kiffent, tu vois, dans le conditionnement, l'INSEP, il y a que ça, le champion. Tu dois être un peu comme ça aussi. Oui. Non, mais c'est... Mais pour certains, c'est un peu moins évident, tu vois. C'est quand même... tu te poses des questions, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, à un certain âge, c'est sûr qu'il faut que tu quittes la maison, tu fais ta petite vie. T'as ton petit appart, t'as ton espace. Moi, je me rends compte maintenant, aujourd'hui, à 24 ans, je suis contente d'avoir mon espace. Des fois, je suis chez mes parents en vacances. Après, j'ai hâte de rentrer chez moi parce que c'est chez moi. Enfin, voilà. Mais quand même, c'est pour ça que je te dis plus jeune, ces sentiments-là. Après, moi, j'avais ma vie tranquille. Je suis dans un petit village. Ça paraît anodin, hein, mais tout ça, le soleil, la campagne, aller à l'école, on se connaît tous, tout le temps. Après, tu passes en région parisienne, tout le monde est tout le temps en retard. On est là, il pleut. C'est déprimant. J'ai eu du mal à m'habituer à ça déjà. Ouais. Franchement, on dirait que c'est nul, mais je vous promets que c'est pas facile. Non, mais franchement, je suis 1000 fois d'accord. Moi, franchement, après, je me rends pas compte parce qu'effectivement, je suis né ici, mais là, de plus en plus, tu vois, je suis amené à voyager, à bouger et tout. Et moi, je me fais souvent des semaines à côté d'Annecy ou tu vois, à la montagne en Savoie pour me ressourcer. Quand je rentre à Paris, c'est chaud, quoi. Et encore, tu vois, j'ai un peu dans le même esprit que la nourriture, tu vois. J'ai essayé de couper des trucs qui me mettaient mal, tu vois. Genre, par exemple, le métro, les transports, ça me mettait mal. Donc, je me suis acheté un vélo et une moto pour essayer de plus y aller. Il y avait des petites choses comme ça qui me piquaient et j'ai essayé de m'en écarter. Je vois carrément. Mais même encore là, quand je reviens, je suis pas toujours bien. J'ai arrêté, tu vois, j'ai plus de télé, comme ça je regarde plus les trucs qui me dépriment, je prends plus les journaux gratuits. Parce que c'est que des mauvaises nouvelles en vrai. Non, mais c'est vrai. Je te jure. C'est vrai, tu vois, là j'ai un peu honte, tu vois, j'ai un copain, là on est en plein, il y a un conflit, tu vois, entre Israël et Palestine. J'ai entendu parce que les gens m'en parlent, parce que ça me touche. Mais en vrai, moi j'ai des copains juifs, j'ai des copains musulmans, j'ai des copains qui sont qui soutiennent une cause, d'autres qui soutiennent une autre. Ça m'angoisse, moi, d'en parler. Je suis désolé, quand j'en écoute, limite j'ai les larmes aux yeux en fait. C'est trop dur, donc je me suis coupé de tout ça. Non, mais je comprends. Mais même moi, quand j'ai quitté l'INSEP, au début, j'étais pas très loin en appartement parce que pour facilité et tout. Fontenay-sous-Bois, Vincennes. Ouais, j'étais sur Champigny. Ok. Donc vraiment à côté. Sauf que là, ça fait 2 ans où je me suis vraiment, vraiment écartée. Et parce que j'avais besoin de retrouver cet esprit un peu petite ville, tu croises pas les gens, il y a un petit peu de nature à côté. Enfin, vraiment, là, je coupe. Parce que en fait, quand j'allais à Champigny, par exemple, truc bête, hein, mais tu croises tout le temps des judokas, d'autres sports.
tu prends... Enfin, en fait, j'ai pas l'impression de couper l'INSEP. Ouais. Tu vois, j'allais à l'INSEP, après j'étais à 7 minutes, je rentrais chez moi, bah, tu vas au Franprix, tu croises quelqu'un, après tu... Et en plus, le délire, c'était vraiment... truc bête, c'est Monoprix, Franprix, Aldi, tu prends ta voiture pour aller à Lidl, Carrefour c'est loin. Chez moi, je vais à Leclerc, Grand Frais, tu vois, c'est des trucs, enfin... On les aura tous mais fait. Hein. Non, mais tu vois, les centres commerciaux, c'était un peu plus loin. On prenait la voiture, tu vois, et on faisait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'était pas des petits trucs comme ça. Et moi, ça a changé mes habitudes et j'aimais pas trop. Donc je me suis écartée. Bon, aujourd'hui, je fais mes courses à Leclerc, du coup, et j'aime bien. Mais Si truc vous bête. Non, mais c'est un truc bête, tu vois. Mais ça rentrait dans mes habitudes de quand j'étais petite. Tu vois, le moment des courses, c'était un moment où on allait ensemble, on faisait grosses courses parce qu'on était grande famille et tout. Et on les faisait une bonne fois, après on rentrait, tout le monde rangeait les courses, on était là, on mettait tous ensemble au congèle, enfin voilà, tous ces genres de trucs. C'était pas petite course par-ci, petite course par-là et tout. Donc là, ça me rappelle aussi un peu le fait de, bah, je suis dans ma petite ville, ah bah, on va aller faire les courses, je vais faire mes courses, je prends mon chariot, après je fais ma petite vie, je rentre à la maison, le frigo est plein. Après, je suis tranquille chez moi. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un petit truc qui me rappelle un peu ma tranquillité du Sud, quoi. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait... Alors, les gens, ils vont me prendre pour une folle. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et tu sais pourquoi ? Parce que hier, on se demandait... j'ai créé un petit groupe de course à pied dans lequel je cours avec des gens qui ont créé des boîtes, tu vois, que des entrepreneurs. C'est le but. Sympa. Si vous n'êtes pas entrepreneur, on vous accepte. Venez. Et c'est tous les lundis soirs et on court dans le centre de Paris. Et on se demandait pourquoi la course à pied, tu vois, avait autant de succès. Et moi, je pense qu'en fait, on vit dans une vie où, notamment quand tu es dans les grandes villes, tu vois, on parle de Paris, mais c'est un peu pareil à Lyon, Bordeaux, Lille et tout. C'est que on te met plein de petits services, tu vois. On te met de la livraison à domicile. On te met des petits trucs en bas de chez toi. Tu peux tout faire. T'as toujours. Tiens, tu peux aller au cinéma, t'as le musée. T'es agressé de possibilités. Oui. Tu vois. En fait, ouais, là par contre, c'est exactement ça. Et du coup, exactement ça. T'es toujours un peu dans le speed parce que t'as un peu envie de tout faire. Ouais. Ça va vite. Machin, t'as la tentation de partout. Les copains qui t'appellent. Et quand tu t'en vas un peu de ça, tu vois. Ouais. Là, c'est franchement, ouais, je comprends ce que tu dis, c'est grave les choses au rythme auquel tu dois les faire, tu vois. Ouais. Et pour en revenir à la course à pied, tu vois, je pense que ça a eu beaucoup de succès, notamment dans les villes, parce qu'il y a ce côté où quand tu te sens trop agressé, en fait, t'as plus la contrainte. Tu mets tes chaussures, tu vas courir et t'oublies un peu toute cette pression facile. Oui. Et parce que si le sport est en fait quand peut-être tu vois t'es un peu moins citadin. Ben au contraire, ça te fait plaisir d'avoir lundi 20h, d'avoir ton entraînement de judo. Tu vois, ça rythme ta semaine, tu retrouves tes potes, c'est normal. tu retrouves tout. Ouais. Alors que, tu vois, quand tu fais ça dans les grandes villes, je trouve, t'arrives, tu sors du boulot, faut que t'ailles faire tes courses, faut que t'as machin de trucs, et t'arrives à l'entraînement, t'es pas bien. Du coup, t'as pas un moment de plaisir, tu vois. T'es dépassé un peu. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je te comprends 1000 fois. Si vous nous prenez pour des fous, vous nous le dites en commentaire. Dites-le-nous en commentaire sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on est des fous de penser qu'on est un peu trop dans le speed et que des fois, il faut sortir un peu de tout ça, quoi. Je vois que l'heure tourne. Bon, je pourrais rester longtemps, mais il est 15 et j'avais promis qu'à 20, on avait terminé. Pas de souci. 5 minutes. Oui. Il y avait une question que je voulais vraiment te poser. Déjà, je voulais te féliciter parce qu'effectivement, tu t'es beaucoup livré sur les jeux. Tu as dit que c'était un moment qui n'était pas facile pour toi. Tu étais un petit peu la petite jeune, petite nouvelle. T'as pas réussi à savourer l'événement, je pense. Plein de choses qui peuvent être nouvelles et que tu vas kiffer plus tard. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'est-ce que tu en as retenu comme leçon pour l'année prochaine, puisque là, il y a une petite fête de quartier qui arrive à Paris, petite foire à la saucisse, il n'y aura pas grand monde. Qu'est-ce que, bien tu vois, et je pense que tu vois, on va pas se voiler la face, mais on s'attend, t'as changé un petit peu de statut depuis, tu vois, et qu'est-ce que t'en as tiré, toi, de ce passage ? Déjà, même si ça s'est pas passé comme je voulais, que ça a été vraiment un moment difficile, c'était une expérience de ouf. Tu vois, c'est une expérience de ouf de participer aux Jeux Olympiques. On est sur Tokyo, c'est le pays du judo. J'ai vu des moments de fou. J'ai vu des judokas de malades. J'ai vraiment fait... J'ai eu la chance en fait de participer aux Jeux Olympiques. C'est juste déjà dingue.
Et tu le réalises. Oui, je le réalise et j'en étais consciente, tu vois. Et je pense que tout ça, déjà, ça m'a permis de me rendre compte de ce que c'est. Tu vois, aujourd'hui, j'en ressors grandi parce que j'ai vu ce que c'était. Je sais à quoi m'attendre maintenant. Et je sais ce qui va se passer, tu vois. Là-bas, je ne savais pas vraiment comment ça allait être. Moi, j'étais pas normalement, j'allais pas faire les jeux. Il y a eu le décalage du Covid. Il y avait une fille qui était devant moi, hein. C'était pas moi la titulaire, hein. Et derrière, ce qui se passe, c'est que j'ai 1 an de plus pour faire le taf. Mais moi, les jeux de Tokyo, c'était un why not. C'était un coup de poker. C'était pourquoi pas, ouais. Enfin, voilà. Mais si j'y ai pas, c'est pas grave. Moi, je veux Paris 2024. Donc, report des jeux. La petite story, c'est qu'en fait, je suis remplaçante pour les championnats d'Europe. Et c'était... et moi, cette année-là, en fait, je gagne un grand chelem aussi. Enfin, j'ai plus en tête ce qui se passe, mais je commence à vraiment avoir un déclic à partir de ce moment-là. Et donc, je suis remplaçante au championnat d'Europe et peut-être 10 jours avant, une de mes coéquipières se blesse et moi, je passe. Donc, on est les deux 48 sur les championnats d'Europe où c'est mon premier championnat d'Europe senior et que je remporte. Donc, ce qui est fou parce que on n'avait pas forcément parié sur moi. Et donc là, en fait, je me dis c'est possible. Donc, c'était au mois de novembre et les Jeux, c'était au mois de juillet. Donc, ouais, là, je viens d'être championne d'Europe, c'est fou. Donc, l'année se passe comme elle se passe. Je gagne un grand chelem, je gagne la championne du monde. Je bats, du coup, en concurrence, ma concurrente directe sur un grand chelem aussi. Donc, c'est moi qui fais les Jeux. Et après, par rapport à la ranking, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'en fait, avant les Jeux, j'ai participé au championnat du monde 1 mois avant. Parce que on voulait que je prenne des points pour la ranking et pour être potentiellement tête de série aux Jeux. Donc d'être dans les 8 premières mondiales. Parce que j'étais 10. Et ce qui permet en fait de te séparer... de comment ça s'appelle de certaines filles en fait. Ça veut dire que les têtes de série tu les prendras qu'en quart de finale, pas avant, pas au premier tour. Donc voilà ce qui se passe et donc je fais les championnats du monde et vous avez projeté un peu en fait. Ouais. Et donc t'avais très envie de performer, en fait, quoi. Ouais, et puis voilà, on m'a dit ça serait cool et tout. Et moi, quand on me dit un championnat du monde, go, ça allait être mon premier championnat du monde, hein, senior. Je dis bon, go et tout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit regret parce que je vois comment je fonctionne et en fait, tu peux pas être forte à 2 moments aussi rapprochés, c'est pas possible. Même si j'ai raté mon championnat du monde aussi, hein, je fais 7e, mais je pense que ça m'a pas aidé en fait par rapport au jeu. Et donc derrière, c'est beaucoup d'expérience entre l'enchaînement monde, jeu, j'apprends à me connaître. Même si je perds au premier tour et que j'ai pas le temps de m'exprimer, j'ai été un peu spectatrice en fait de cet événement-là. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pris de plaisir à regarder mes coéquipiers aussi gagner. Mais en contrepartie, ça me faisait de la peine parce que je repensais à moi qui avait perdu. Donc tout ça, c'était pas facile. Puis quand tu vois l'équipe qui brille, ce qui est un truc de ouf et super historique, parce que c'était le premier championnat, enfin les premiers Jeux Olympiques par équipe mixte, par équipe tout court, et en plus c'est mixte. On gagne sur le terrain des Japs qui sont les top players, enfin c'est ceux qui ont remporté le plus de médailles en individuel. C'est ouf, mais derrière, toi tu ressors où en fait tout le monde a gagné sauf toi. Enfin, t'es pas dans l'équipe. Là, en fait, moi, j'étais la seule qui avait pas de médaille. Donc voilà. Et puis, je pouvais pas prendre plaisir avec eux. J'étais contente pour eux, mais à la fois, non. Je peux pas être heureuse, moi. Tu vois, c'est pas possible. Je peux pas me permettre d'être heureuse, en fait. Je vais attendre de rentrer chez moi. On va rebondir. Et moi, je voulais repartir vite à la compète. Je savais que ça allait me servir. Et je savais que tout ce qui s'était passé, forcément, ça allait écrire mon histoire. Que ça allait me faire rebondir dans ma carrière. Moi, j'aime beaucoup me dire, du coup, par rapport au fait que je dis que le travail, ça paye, me dire que c'est pas grave, en fait, il y a un avenir meilleur. Il y a autre chose. Moi, je vais être prête à ce moment-là. Moi, c'est les Jeux de Paris 2024. Il va y avoir des défaites, il va y avoir des victoires. Je vais être prête pour ce championnat du monde. Je prépare ça. Et ça va me servir. C'est pas grave de perdre, mais moi, je vais être présente sur les bons moments. Et les meilleurs, les compètes à titre. Voilà. Il y a plein de choses à aller chercher. Je suis jeune. Enfin, voilà, il y a plein de choses auxquelles je pense, hein, mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de rebondir, d'avoir cette soif de vengeance en fait, parce que j'ai vécu
un moment pas facile où les médias ils t'assassinent un petit peu. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et t'as qu'une seule envie. Il y a eu des mots durs. Donc t'as qu'une seule envie, c'est de montrer que la Chérine qui était à ces Jeux Olympiques, c'était pas réellement la Chérine et que voilà, vous verrez en fait en 2024 ce qui se passera. Moi, je fonctionne un peu comme ça et en fait après quelques semaines, j'avais déjà hâte de reprendre le judo. Et donc je suis repartie à la compète en septembre direct parce que septembre ou octobre. Parce que j'avais trop besoin d'effacer. Et en fait, pour effacer, j'avais besoin d'avoir juste une médaille, peu importe la couleur. Et ça me motive pour la suite. Et voilà, j'ai fait une saison qui est derrière ces Jeux Olympiques qui était vraiment pas trop mal. Je suis numéro 1 mondiale pour la première fois. Je regagne des Europes. Je fais une médaille mondiale. Enfin, c'est juste fou. Et voilà, ça me réconforte sur le fait que, en fait, il y aura des moments de ta vie qui vont être très difficiles. Des moments de carrière où tu auras envie de performer parce que c'est une compète d'une vie, mais c'est pour une suite qui sera peut-être meilleure et forcément, tu vois, il faut pas lâcher, il faut pas abandonner. Moi, c'est ce que je me dis parce que il y a d'autres choses qui vont arriver et qui seront belles aussi. Mais ouais, mais j'en suis persuadé. C'est sûr. T'as l'air tellement enjoué, tu vois, et déterminé, d'avoir une vraie envie, en fait. Tu dégages une envie sincère. Et tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu aimes ça, et ça se ressent. Et encore une fois, je te félicite d'avoir eu ces mots, tu vois, d'être transparente sur ce que tu as vécu, parce que moi, j'appelle ça un peu de la fausse humilité, tu vois, ceux qui vont au jeu et qui disent « Bon, j'ai pas fait un truc bien, mais c'est pas grave, c'était quand même la fête et tout. » Et ouais, mais bon, tu vois, en tant que sportif, t'as envie de gagner, t'as envie d'aller chercher des choses. Et c'est trop beau, en tout cas, la façon avec laquelle tu parles de la suite. Donc, je suis sûr que ça va le faire. Il va être l'heure. Il est l'heure, on a dépassé. Bon, j'aurais pu rester, je crois qu'on aurait pu rester 1 heure en plus. Mais écoute, tu sais quoi, on se fera un récap avec la plus belle des médailles un de ces 4. Oh, ça serait trop bien. Un de ces 4, tu vois. Carrément. On se dit rendez-vous dans 2 ans et tu me feras le débrief de ce qui s'est passé. Avec plaisir. Tiens, on fera le 1 an après les Jeux. On fera 1 an après la victoire. Mais avec plaisir, carrément. Ça pourrait être cool. La toute dernière question que je pose, c'est un peu le passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt le passage de micro olympique. Ok. C'est qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler un petit peu plus en profondeur de sujets un peu qu'on voit pas toujours dans les médias, tu vois, qui a une belle histoire à me raconter, un mindset un peu particulier. C'est qui la dernière personne qui t'a inspiré et que tu me recommandes d'aller voir? Oh, trop difficile ça. Ah, faut choisir. Mais tu peux m'en dire plein. Ça peut être, regarde, soit ça peut être une personne que tu as rencontrée récemment et que tu t'es dit waouh, en 5-10 minutes, elle m'a trop impressionné, mais j'aurais trop aimé la rencontrer, la découvrir plus. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps. Ça peut être quelqu'un que tu connais à l'inverse très bien et tu sais qu'il y a une histoire particulière et que les gens ils la connaissent pas forcément et que ça peut être intéressant. Ou quelqu'un à qui tu as envie de rendre hommage, tu vois. Ça peut y en avoir plusieurs. On n'est pas obligé. Ok, donc si je te dis une personne que mais il faut, moi j'ai kiffé. Je veux un mindset de championne. Alors, moi il y a pas longtemps, j'ai pu discuter avec Zinedine Zidane. Ok. et tu vois, j'avais une appréhension parce que je savais pas. Pour moi, c'est un champion, quoi. Enfin, c'est un mec, tu le vois à la télé, enfin, tu le vois pas en vrai. Et franchement, il dégage un truc. Tu sens, en fait, il a un aura, c'est ouf. Et on a parlé pendant longtemps de son vécu, de sa carrière, de maintenant ses enfants, comment ça se passe, de comment il a vécu. En fait, tout ça, le fait d'avoir, quand ils ont gagné avec l'équipe de France en France, la Coupe du Monde, tu vois. C'était la Coupe du Monde, hein, j'ai pas envie de dire des conneries. Hein. Et tu vois, parce que comme on est sur le projet, enfin, comme on est en vue de Paris 2024, on a parlé de tout ça. Lui, par exemple, quand on a discuté, ce qui lui paraît ouf, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Comme il n'est pas du tout réseaux sociaux, et pourquoi nous, on fait ça, les haters envers ses enfants ou quoi que ce soit. Et tout ça, enfin, on aurait pu parler des heures, tu vois. On a parlé 1 heure sur son comportement, ce qu'il aime. Il aime la famille, tu vois. Il aime. Et en fait, ça m'a rassurée sur le fait que on est tous pareils. Tu vois, il y a pas de règles.
Il n'y a pas en fait de critères de champion, tu vois, réel. Lui, sa famille, c'est trop important, c'est un pilier, tu vois. Quand il est avec son équipe, ils ont besoin de déconner, ils coupent les téléphones et tout des fois parce qu'ils veulent passer ce moment, ce dîner ensemble, et on doit déconner parce que on veut être champion du monde, tu vois. Et tout ça, franchement, moi j'ai trouvé ça super inspirant, vraiment. Ça m'a, c'était ouf. Et après, ce que je te dirais aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de Kylian, du coup, mon entraîneur. Ok. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui a un discours aussi qui est très inspirant et une façon de penser qui est... Ouais, moi, je suis fan quand même. Enfin, moi, c'est quelqu'un... je t'ai dit, il me dit de faire un truc, j'y vais. Je sais même pas pourquoi je le fais, mais j'y vais, quoi. mais vraiment, il a fait plein de trucs dans sa vie. Il se forme dans plein de choses. Il s'intéresse à plein de trucs. Voilà, moi, il me fait mes prépas physiques, il me fait mes muscus, il me fait mes séances techniques et le judo. Il s'intéresse à tout ce qui est l'aspect des HRV, en fait, c'est avec la fréquence cardiaque. Donc, si tu veux, c'est un test qu'on fait le matin. Derrière, il fait la lecture, en fait, de mon test avec mon capteur. Et en fonction de ça, tu vois, on voit un petit peu mon niveau d'énergie, tous mes trucs. Donc, il est formé dans plein de choses comme ça. Et il aime trop se former, c'est un hyperactif sur ça, il s'arrête jamais et il a joué une double carrière entre entraîneur, gérer un club et sa carrière de haut niveau pour aller faire 2 Olympiades et là aujourd'hui il fait un peu de la compète par-ci par-là, il a pas dit qu'il arrêtait mais il est à fond dans mon projet aussi, il s'entraîne aussi avec moi, enfin c'est juste dingue de savoir gérer ça, le fait d'avoir une relation ami, coach, mais c'est aussi un athlète, demain je peux être en grand chelem avec lui normal, alors que c'est ouf, donc je pense que ça aussi ça peut être pas trop mal. Bah écoute, c'était une recommandation plus que chaleureuse. Ouais. Donc là, je n'ai pas le droit de dire non, donc ça va être avec grand plaisir. Ok. Je vais aller prendre quelques images de ton entraînement. On est un petit peu en retard. Oui. Donc tu vas me présenter Kylian tranquillou et ouais, ça marche. Je vais m'excuser de t'avoir retenu. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est pas de souci. À plus. Ouais, à bientôt. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que vous avez kiffé et à bientôt pour des prochains podcasts. Allez, salut les extraterriens, à très bientôt. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à mettre des petites notes, des petits cœurs un peu partout. Ouais. Et bien sûr à suivre Chirine sur les réseaux sociaux. Voilà. Salut à tous.